Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage, et oui, on va faire une vidéo sur le drama Villebrequin. J'ai essayé d'éviter de m'en tenir à des trades pour pas contribuer à alimenter des comportements qui peuvent être très toxiques, mais le problème c'est qu'énormément de gens se posent énormément de questions, et c'est un vide que certains vautours s'empressent d'occuper pour en faire un spectacle. Donc ne pas contribuer à clarifier la situation, ça participe finalement encore plus à ces mouvements de toxicité. Avant toute chose, on va donc rappeler que harceler, c'est un truc de connard, même quand vous êtes absolument sûr que c'est bien mérité. Donc peu importe qui vous croyez ou pas avant cette vidéo et qui vous croirez ou pas après, n'allez pas harceler celui que vous considérez en tort, même pour lancer des vannes. Le dogpiling, c'est un truc sérieux, ça peut avoir des conséquences graves. Et quand on est pris dans ce mouvement de masse comme ça, on se dit que c'est rien parce que c'est juste qu'une goutte dans l'océan. Mais cet océan, il est intégralement constitué de gouttes. Et si rien que la moitié se retenait d'y participer, bah ça pourrait déjà faire la différence entre se manger une grosse gamelle en surf et un tsunami. Rappelez-vous que si ressentir des émotions est constitutif de notre humanité, les laisser contrôler nos actes est ce qui caractérise un troupeau. Pas mal celle-là, hein? Abonnez-vous pour plus de philosophie. En bref, si vous voulez absolument manifester votre ressenti, soutenez la personne que vous croyez, mais n'allez pas intoxiquer celle que vous ne croyez pas. Ceci étant rappelé, on va resituer un peu le contexte pour ceux qui n'ont internet que depuis 2025. Villebrequin, c'était une chaîne YouTube extrêmement populaire autour de la bagnole, animée à l'origine par Sylvain Lévy aka Sylvain Live, puis rejoint par Pierre Chabrier, qui a rapidement pris part à l'aspect animation de la chaîne, jusqu'à constituer un duo avec Sylvain. Ensemble, ils ont produit tout un tas de bangers, dont le célèbre Multiplat, un Fiat Multiplat customisé pour balancer au final presque 1300 bourrins, dont le crowdfunding avait absolument éclaté internet à l'époque. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que pas du tout, parce que le 7 décembre 2023, la chaîne drop une vidéo qui annonce la fin du duo, avec chacun qui présente ses futurs projets en solo. Ça avait surpris un paquet de monde à l'époque, moi y compris, et le sentiment général était à la tristesse et la déception de voir un duo aussi iconique du YouTube français prendre fin. Beaucoup de gens se posaient des questions et spéculaient sur les coulisses de cette rupture, mais au-delà de ça, c'était à ce stade une fin assez propre, même si on sentait bien qu'elle cachait quelques tensions. De là, la vie reprend son cours, et en particulier, Sylvain recommence assez vite à produire des vidéos dans un format très proche de celui de Villebrequin, qui sans grande surprise trouvent, ou plutôt retrouvent rapidement leur public, et ça commence à sacrément bien marcher pour lui. Pierre, de son côté, bah je sais pas trop en fait. Il faisait des live Twitch et préparait toutes sortes de projets dont je sais pas grand chose pour une raison très simple. Comme beaucoup de gens, je suivais Villebrequin pour le côté communicatif de la passion pour les voitures qui en ressortait. À savoir que, personnellement, à la base j'en ai rien à carrer des voitures. J'ai un vieux Peugeot Expert de 90 chevaux avec 230k au compteur, conduit comme un retraité presbyte, et si vous me dites vitesse, je vous réponds accident. Mais ils arrivaient quand même à m'intéresser à leurs conneries, notamment avec le format Vultech, qui vulgarisait toutes sortes de choses autour de l'histoire automobile et que je trouvais captivant. Les voir faire les cons avec des voitures entre deux épisodes, dans une vibe à mi-chemin entre Top Gear et Mythbusters, c'était la cerise sur le gâteau. Et le fait est que ce côté nerd de la bagnole que j'aimais tellement, bah à l'évidence elle venait surtout de Sylvain. C'est lui qui avait cette passion communicative à la limite de l'obsession, au point qu'il arrivait toujours pas à fermer sa gueule avec ses détails et anecdotes, même au volant de voitures exceptionnelles que le commun des mortels n'aura jamais l'occasion de conduire dans toute une vie. Ce qui fait que dans les mois qui ont suivi la fin de Villebrequin, la carrière solo de Sylvain a très vite commencé à regagner en traction. Métaphore automobile, abonnez-vous pour plus de subtils jeux d'esprit. Tandis que celle de Pierre, bah, elle existait quoi, et j'en sais probablement pas plus que vous à son sujet. Et ce contexte va avoir son importance pour comprendre le fameux drama qui va suivre. Parce que pendant ce temps, en coulisses, le divorce de Villebrequin ne se passait pas aussi bien que... Enfin, il se passait comme un divorce, quoi. Jusqu'à atteindre son point de culmination, le 15 août 2024, Sylvain sort une vidéo intitulée « Il est de retour » dans laquelle il refait rouler le célèbre Multiplat qu'il venait de racheter à la société Villebrequin, qui est encore en activité, bien que la chaîne YouTube soit désormais inactive. Le jour même, Pierre balance en réponse la vidéo qui restera dans l'histoire comme le vrai point de départ de ce fameux drama Villebrequin. Enfin, peut-être pas dans l'histoire avec un grand H non plus, n'en faisons pas des caisses. Vous l'avez, des caisses. C'est une autre métaphore automobile, abonnez-vous. Dans cette vidéo, il donne sa vérité sur le Multiplat que Sylvain aurait tenté de racheter illégalement dans son dos, ce qu'il présente comme une trahison, mais surtout va bien plus loin et explique avec énormément d'émotion et de larmes à quel point la fin de Villebrequin a été douloureuse pour lui. Elle lui aurait été imposée par Sylvain, qui après avoir profité de lui le jetterait comme un malpropre, lui qui avait sacrifié jusqu'à son couple pour cette aventure.
Le choc a été si dur à encaisser qu'il raconte même une tentative de suicide dès le début de sa vidéo, à base de regards mélancoliques sur le compteur de vitesse de sa Jaguar qui se reflétait la nuit sur son pare-brise arrosé d'une pluie battante, alors qu'il se disait qu'avec un peu de chance, un aquaplaning mettrait bientôt fin à son calvaire. Décidément, on sent l'expérience en cinéma. Bon, vous aurez peut-être compris à mon ton qu'il y a eu deux camps suite à cette vidéo. Ceux qui l'ont cru et qui, émus par ses larmes, se sont ralliés à lui, mais aussi violemment retournés contre Sylvain. Ils étaient nombreux puisque cette vidéo a fait pas moins de 4 millions de vues. Pierre a gagné près de 200 000 abonnés, tandis que Sylvain en avait perdu environ 100 000. Et certes, si on le met en perspective, ça représentait environ 10% de ses abonnés à l'époque, donc c'est pas un exode non plus, mais 100 000 abonnés c'est presque 3 fois le nombre total d'abonnés de ma chaîne, donc je peux témoigner que c'est clairement pas rien. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont été nettement plus sceptiques. Et si j'ai pas pris position publiquement à l'époque, je ne vous cache pas que j'en ai clairement fait partie. La raison à ça, c'est que la vidéo de Pierre comptait un paquet de red flags de manipulation très inquiétants. Oui, parce que si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis philosophe spécialisé en épistémologie des sciences et en éthique du vivant, et actuellement je réalise une série appelée Emprise, qui traite des comportements toxiques, de la psychologie narcissique, des relations abusives et de la manipulation. Et il se trouve que dans la vidéo de Pierre, j'ai immédiatement relevé deux très gros red flags de manipulation. Le premier, c'est le fait qu'alors qu'il affirme ne pas vouloir s'apitoyer et ne parler que de choses factuelles, arrivé à la moitié de sa vidéo, j'étais non seulement quand même très ému par ses larmes, mais surtout j'avais toujours aucune putain d'idée de ce qu'il reprochait à Sylvain. Et ça, c'est un truc que j'ai décrit dans l'épisode de ma série sur la victimisation. Typiquement, un discours sincère va d'abord vous convaincre des faits, et ensuite éventuellement aborder leur impact sur le plan personnel. Tandis qu'un discours manipulateur va à l'inverse d'abord faire le maximum pour s'attirer votre compassion, et ensuite imputer leur mal-être à des faits vaguement cohérents, souvent en se cachant derrière toutes sortes d'excuses pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est rarement dans leur intérêt de le faire. Donc déjà, ça avait mis tous mes capteurs en alerte. Mais c'est aussi fréquent que de véritables victimes, sous l'effet de la confusion et de l'émotion, structurent leur témoignage de la seconde manière, alors qu'il est tout à fait sincère. Donc ce n'est pas une preuve de mensonge, juste un red flag, c'est-à-dire un signe qui doit vous alerter sur un risque de manipulation. Le deuxième red flag, par contre, lui, il était nettement plus fatal à son narratif. C'est ce que j'appelle le paradoxe narcissique, que je mentionnais dans l'intro de la phase de rejet de ma série, et sur lequel on reviendra dans les épisodes à venir. Ça consiste en un narratif qu'on pourrait résumer par la phrase « Je te déteste, reviens ». Le manipulateur reproche à l'autre tous les torts du monde, mais réclame la poursuite ou le rétablissement de la relation, souvent comme un dû. Et ça, contrairement au premier red flag, c'est à la limite d'une preuve formelle de manipulation. Les seuls cas qui font exception, c'est quand par exemple il y a un trouble de l'attachement dans l'histoire, comme un trouble borderline. Parce que si vous considérez que l'autre vous a pourri la vie jusqu'à vous pousser au suicide, et que c'est bien lui qui a tous les torts dans la relation, logiquement, vous ne pouvez souhaiter qu'une chose, c'est dresser un mur infranchissable entre lui et vous, définitivement. Et sûrement pas vous réconcilier avec pour vous engager dans une nouvelle aventure. Or, Pierre, d'un côté, accablait Sylvain d'avoir concrètement détruit sa vie entière, mais plaidait dans un même temps qu'il aurait voulu que Villebrequin ne s'arrête pas, au moins pas tout de suite, et qu'il restait ouvert à une réconciliation future. Ça ne colle pas, et c'est vraiment ça qui m'a poussé dans le camp du scepticisme. Mais pour autant, sa vidéo était sacrément bien réalisée. Je plaisante pas quand je dis qu'on sent l'expérience en cinéma. Donc il était parvenu à me mettre le doute, suffisamment en tout cas pour que je m'abstienne de prendre position publiquement. Parce que s'il y a bien un truc que je considère plus grave que laisser un manipulateur s'en tirer à bon compte, c'est de punir à tort un innocent. Donc je voulais pas me risquer à le débunker publiquement pour découvrir ensuite que sa version était sincère et que les red flags relevés trouvaient une explication qui m'avait échappé sur le moment. C'est pourquoi j'ai préféré réserver mon avis dans l'attente d'une probable réponse de Sylvain qui me permettrait d'en juger après avoir entendu les deux sons de cloche. Et j'en étais resté là pendant un long moment, parce que pendant près de 6 mois, Sylvain avait semble-t-il décidé que la meilleure attitude était de ne pas attiser les braises du drama et de tanker l'affaire tout en continuant de faire les vidéos qu'il passionne. Et puis arrive 2025, et il drop la vidéo qui va juste buter le narratif de Pierre. Au moment où j'écris, elle a fait plus de 9 millions de vues. Pierre a perdu 90 000 abonnés, Sylvain quant à lui en a gagné plus de 450 000, soit environ plus 50% en l'espace de 5 jours. Et c'est pas pour rien, parce que pendant 50 minutes, il explose l'un après l'autre, preuve à l'appui, chacun des arguments avancés par Pierre dans sa vidéo, présentant une toute autre version des faits sur le fameux rachat du multiplat. Je ne m'attarde pas trop dessus, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez probablement déjà vu.
Mais en résumé, il explique que si Villebrequin a pris fin, c'était certes de son initiative à lui, mais parce qu'il n'en pouvait plus du comportement toxique et égocentré de Pierre. Sa décision de racheter le multiplat faisait suite à la découverte que, contrairement à ce qu'il croyait au départ, Pierre avait parfaitement le droit de racheter tout objet de l'entreprise, dont le multiplat, sans avoir à le consulter, malgré qu'il en soit propriétaire à part égale. Connaissant l'individu et ses intentions, il a vite compris que ce n'était qu'une question de temps avant que Pierre ne rachète le multiplat, présumément pour l'exposer dans sa racebox, dont il comptait faire payer l'entrée pour venir l'admirer. Version que Pierre contestera, mais on va y revenir. Or, Sylvain avait donné sa parole à ses fans, comme quoi ce multiplat, il comptait bien le faire rouler. Il s'était mobilisé en masse pour le financer, et ça aurait été à ses yeux une insulte envers eux de le parquer quelque part à l'arrêt comme un simple bibelot. Donc il a pris la décision de couper l'herbe sous le pied de Pierre, et a racheté le multiplat à son compte. Décision qu'il a prise sans consulter les fans, il s'en est d'ailleurs excusé, mais dans un même temps, s'il leur avait demandé leur avis, ça aurait vendu la mèche à Pierre, qui se serait certainement précipité à le racheter en premier. Et c'est cette décision que Pierre n'a visiblement pas pu avaler, on va y revenir, et qui a conduit à la fameuse vidéo drama à base de compteurs de Jaguar reflétés dans le pare-brise. Après avoir vu cette réponse, j'ai affirmé publiquement mon soutien à Sylvain, parce que comme je l'ai dit, je m'étais abstenu de le faire avant d'avoir sa version des faits, pour être bien sûr de ne pas décrédibiliser une véritable victime d'emprise telle que Pierre se présentait. Ce dont, en passant, certains n'ont visiblement pas grand chose à foutre. J'ai donc résumé les red flags soulevés par la vidéo de Pierre 6 mois plus tôt, en précisant au passage que je m'attendais à ce qu'il réagisse à la réponse de Sylvain avec vindicativité, dans l'espoir de reprendre le contrôle de l'espace médiatique. Ça n'a pas loupé, puisque même pas 24 heures après la vidéo de Sylvain, Pierre apparaît dans un live sur Twitch pendant 1h14 avec pour projet de la débunker. En passant, certains m'ont rétorqué que je m'étais planté, parce qu'il n'était pas vindicatif, mais au contraire très calme. Non, il était passif-agressif, pas calme. C'est deux choses très différentes, et on va voir que non seulement la vindicativité est bien présente, mais aussi que la probabilité d'une escalade à venir de sa part est très élevée. Dans ce live, il enchaîne red flag sur red flag, et plus il tente de reprendre le contrôle du narratif, plus il s'enfonce dans une tromperie qui est à présent flagrante. J'en ai fait un long thread sur les réseaux sociaux que je vais reprendre ici en essayant de pas trop me répéter. Et en résumé, on va distinguer deux choses. D'une part, les techniques de manipulation que j'ai relevées dans ce live, du moins les plus notables, d'autre part, les éléments factuels qu'il présente, et surtout, l'interprétation qu'il en propose. Et tenez-vous bien, parce qu'en exclusivité mondiale, je vais dans cette vidéo vous révéler toute la grosse vérité sur ce qui est réellement à l'œuvre dans le drama Villebrequin. C'est faux, c'est juste des spéculations et des déductions de ma part. Mais premier degré, je pense que ça tient sacrément bien la route. C'était une autre métaphore automobile, abonnez-vous. Donc restez pour l'écouter, je pense que ça vous aidera réellement à y voir plus clair dans ce en quoi consiste le conflit, et donc du rôle que chacun y occupe. Tout d'abord, dans les techniques de manipulation, déjà, dès la première phrase, on part sur du bon gros gaslighting, comme quoi on ne sait même pas pourquoi on est énervé. Alors, je veux bien entendre qu'il y a des comportements excessifs et des gens qui sont beaucoup trop investis effectivement dans cette affaire. Mais déjà, un pro-tip pour éviter ce problème, ça serait par exemple de ne pas chialer devant une caméra en demandant leur soutien. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et accessoirement, en ce qui me concerne, je savais très bien pourquoi j'étais énervé. Parce qu'il nous a menti droit dans les yeux, en se faisant passer pour la victime d'une situation dont on va voir qu'il était loin d'être légitime à en prétendre le rôle. À plusieurs reprises, on a aussi droit à du bottage en touche. Il aurait plein de preuves, mais il ne peut nous présenter que celles qui l'arrangent parce que la procédure tout ça. Ça, c'est un classique, ça relève du future faking, épisode là-dessus dans ma série. Il a des preuves plus convaincantes que celles qu'il nous montre, c'est juste qu'on ne les verra que plus tard dans un futur lointain et hypothétique. Donc en attendant, croyons-le sur parole. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, sauf à en avoir reçu spécifiquement l'instruction d'un enquêteur, auquel cas ça relèverait de l'obstruction, absolument rien n'interdit de divulguer publiquement une preuve relative à une procédure en cours. Un avocat vous déconseillera sans doute de le faire. Parce que d'une part, ça peut donner l'occasion à l'accusé de détruire des preuves, d'autre part, ça peut être retenu par un juge comme de la vindicativité de votre part, ce qui ne plaidera pas en votre faveur. Mais ça, c'est relatif au fait d'exposer l'affaire sur la place publique, pas au fait de dévoiler une ou plusieurs preuves spécifiquement. Donc non, le fait que des procédures soient en cours n'interdit en rien de présenter des preuves, surtout à partir du moment où l'affaire est déjà portée sur la place publique. C'est une excuse de merde, et surtout un mensonge, parce que ça sous-entend qu'il aurait reçu une interdiction de divulguer les preuves en question, alors que c'est faux. D'ailleurs, il lance même à un moment qu'à présent que Sylvain a donné le prix du multiplat,
pouf, il a le droit d'en parler, alors qu'avant c'était illégal. Oui, parce que la justice ça marche comme ça. Le procureur lance une incantation vaudou sur les preuves qui interdit d'en parler, mais si jamais l'accusé les mentionne, ça brise le sortilège, et c'est bon, vous avez légalement le droit d'en parler. Fous-toi de ma gueule. Et d'ailleurs, parlons-en de ce prix, puisque Sylvain expliquait qu'il est de 132 000 euros, et que ce chiffre ne sort pas de son cul, mais résulte d'une évaluation d'experts. On concédera tout de même à Pierre qu'ici, il y a bien eu une formulation qui est trompeuse de la part de Sylvain, puisqu'il dit notamment de Pierre qu'il aurait quand même touché 132 000 euros. En réalité, 132 000 euros, c'est le prix de rachat du multiplat que Sylvain a versé à l'entreprise Villebrequin, entreprise dont il est propriétaire à part égale avec Pierre, donc la part de bénéfice de cette transaction pour Pierre, c'est 50% de 132 000 euros, soit 66 000 euros. Et Pierre utilise cette technicité pour argumenter qu'en plus, si on déduit les taxes, ça tombe à 55 000 euros, et que franchement, racheter le multiplat à 55 000 euros, c'est un sacré doigt d'honneur aux 1,2 million d'euros de la cagnotte du projet. Alors, outre le fait que tout au long de son live, il signale sa vertu comme quoi il n'est pas intéressé par l'argent, mais que là tout à coup c'est un scandale qu'il ne touche que 55 000 euros sur cette vente, c'est quand même sacrément gonflé de se plaindre que Sylvain ne paye en réalité que la moitié du prix d'un véhicule qui lui appartient déjà à moitié. Parce que oui, si la moitié de ce prix lui revient à titre des 50% de la société qu'il possède, c'est avant tout parce qu'il possédait déjà 50% du multiplat pour exactement la même raison. Ça serait absurde d'exiger qu'il rachète à Pierre sa propre part. Autre red flag intéressant, lorsqu'il parle des 8 millions qu'il aurait au LCL selon Sylvain, on remarque qu'il ne dément pas frontalement le propos, mais passe à la place par un appel à l'incrédulité. Il pourrait dire « c'est faux, je n'ai pas 8 millions, il ment ». À la place, il dit « vraiment, vous y croyez? Vous réalisez un peu? Soyons sérieux, il est jaloux. Il sort d'où ce chiffre? 8 millions c'est beaucoup Sylvain, t'exagères. Franchement, si j'avais 8 millions, je vous parlerais même pas. » C'est subtil, mais c'est très probable que si vous l'avez écouté, vous aviez intuitivement relevé la nuance. Parce qu'une personne qui ment anticipe qu'elle pourrait être confrontée. Et dès lors, un manipulateur aguerri a acquis comme réflexe de se prévoir des issues de secours dans cette éventualité. Quand je dis réflexe, c'est que ça n'est même pas pleinement conscient. Juste, ils savent qu'ils prennent un gros risque, donc instinctivement, ils se disent « attention, là, ne surtout rien affirmer trop frontalement », et donc, au lieu de dire clairement « non, c'est faux », ils vont dire par exemple « allons, vous croyez à ces balivernes, vous ?» La différence, c'est que si je vous dis « je n'ai pas 8 millions », et qu'on apprend après qu'en fait si, complètement, je me prends en pleine face ce qu'on appelle dans le jargon technique une fillon. Rassurez-moi, vous n'avez pas de société offshore, Non, vous n'avez non, pas de compte Panama, ni ailleurs d'ailleurs. Non, j'ai de compte nulle part. Aussi pour ma part au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. C'est le seul compte bancaire que j'ai jamais eu. 5 ans de prison, dont 2 fermes pour l'ex-premier ministre. Mais si à la place j'ai dit « allons, 8 millions, vous y croyez vous ?» je pourrais toujours danser les claquettes, comme quoi je n'ai techniquement pas menti, je n'ai jamais affirmé que c'était faux, etc., etc. Ce qui restera évidemment une justification sacrément merdique, mais tout de même suffisante pour noyer le poisson jusqu'à espérer trouver une issue salvatrice. Par exemple faire diversion en jetant de la boue sur celui qui m'aurait exposé. Et si je prends le temps d'expliquer ça, c'est parce que cette rhétorique revient en fait une seconde fois dans son live. Et à quel moment est cette seconde fois? Quand il parle de ses larmes, dont Sylvain l'accusait d'avoir utilisé un artifice de cinéma qui consiste à se frotter des cristaux de menthe sous les yeux pour faire pleurer. Là encore, il aurait pu dire « c'est faux, c'était des vraies larmes, je n'ai pas utilisé de cristaux de menthe », mais à la place, il se contente de « oh franchement, des cristaux de menthe, alors que je parlais d'une tentative de suicide. Vous y croyez, vous? Comment on peut penser une chose pareille? Vous disjonctez, vous vous rendez compte ?» Je ne vous cache pas que je suis vraiment, mais alors vraiment pas convaincu par cette rhétorique. Attention, j'insiste bien qu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'un simple red flag. En aucun cas, ce que je viens d'expliquer ici ne constitue une preuve qu'il aurait bien utilisé des cristaux de menthe. En revanche, la manière dont il prétend le réfuter ne suffit vraiment pas à me convaincre qu'il ne l'a pas fait. Et c'est pas la seule technique qui est revenue de manière récurrente dans son live. On peut aussi citer celle que j'appelle la technique de la douche écossaise, qui est une technique de manipulation à l'usage extrêmement vaste. Ça peut aller de simples cas de conjoints toxiques jusqu'à rien de moins que des cas de dérive sectaire. Vous aviez peut-être remarqué que lorsqu'il parle des fameux haineux qui le critiquent, il alterne constamment entre le chaud et le froid. Vous êtes haineux, mais je ne vous en veux pas. Vous devriez avoir honte, mais c'est pas de votre faute. Vous êtes pareil que lui, mais je ne juge personne. C'est une technique qui sert à la fois à culpabiliser ceux qui adhèrent au narratif adverse pour les en dissuader, et à la fois à caresser dans le sens du poil ceux qui sont encore hésitants
et pourrait être tenté de rallier son narratif. Il ne vous en veut pas, ça n'est pas de votre faute, il ne vous juge pas, il vous pardonne. Revenez donc vers la sainte lumière du père Chabrier, tout va bien se passer. On relèvera aussi qu'à propos du fait qu'il se serait copieusement gavé sur l'entreprise niveau thune, il adopte une défense qui n'en est même pas une en fait, puisqu'il répond « Si j'avais su, je me serais pas privé, je me serais carrément acheté une maison, etc. etc. » Ça, c'est un truc qui me termine, parce que ça ne peut avoir de sens que dans une mentalité narcissique. Imaginez un type qui serait en garde à vue pour avoir agressé une vieille, et comme il serait incommodé par les accusations du policier, il se mettrait à sortir « Oh là là, si j'avais su, je l'aurais carrément violé, autant pas se gêner. » Ouais, ça marche pas, Ça marche super pas comme défense. Mais c'est quand même un réflexe commun chez les narcissiques, puisque, comme je l'explique dans ma série, ils rationalisent leurs méfaits. À leurs yeux, ce n'est pas qu'ils agissent mal, c'est qu'ils se rendent justice. Ce qu'ils font est légitime parce que l'autre l'a bien cherché, ou bien parce qu'ils estiment mériter ce qu'ils s'approprient abusivement. Évidemment, ils doivent bien s'imposer une limite, parce que sinon ils se font griller. Donc ils abusent de manière dosée. Juste ce qu'ils estiment pouvoir se permettre sans risque de conséquences, et dès lors, ils considèrent faire preuve de retenue. Ce qui prouve bien qu'ils agissent de manière raisonnable. Ils auraient pu prendre tout le bras, mais ils n'ont pris que le doigt. C'est donc qu'ils ont bien agi. Et limite, ils méritent une médaille en fait. En réalité, non seulement ça revient à admettre le tort qui leur est reproché, qu'ils cherchent à minimiser au lieu de démentir, mais surtout ça nous informe qu'ils ont été tentés d'abuser encore plus, et qu'ils ne se sont sans doute retenus que par crainte de se faire prendre. On peut aussi parler de la stratégie globale de sa rhétorique qui se place sur le terrain de l'indignation. C'est en fait ici davantage une contrainte qu'un choix. Parce que face à un choc pareil, le réflexe immédiat d'un manipulateur, c'est plus typiquement de jouer sur la victimisation. Pourquoi il me fait ça? C'est tellement haineux et injustifié. J'en souffre terriblement. Si seulement les gens à qui il reste un fond d'humanité dans ce monde de brutes pouvaient me venir en aide. Or cette cartouche-là, il a déjà grillé. Vous vous doutez bien que quand on démarre un live en étant surnommé le comte de Monte Cristo, c'est probablement pas une bonne strate de retenter une larme. Donc à la place, il a dû se rabattre sur le plan B, l'appel à l'indignation. C'est super grave ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte? C'est illégal, abject, minable. Ça va pas se passer comme ça. Il y aura des plaintes pour diffamation. Mes avocats sont déjà sur le coup. Ça me rappelle un truc d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai une soudaine envie de pâtisserie comme ça. Malheureusement pour lui, ça n'a clairement pas fonctionné, puisque ce qu'on en retient, c'est surtout un ton méprisant, hautain et hypocrite. Or, le problème, c'est qu'un narcissique ne renonce jamais, il recharge. Ça signifie que s'il en est un, comme le laisse pas mal penser tout un faisceau d'indices jusqu'à présent, mais peut-être qu'il me donnera tort, il ne pourra pas se contenter d'en rester là. Il va chercher avec acharnement et finira sans doute par trouver n'importe quel moyen ou opportunité de retourner le narratif en sa faveur. Ça pourrait consister à attendre des mois, voire des années, jusqu'à enfin avoir une fenêtre de tir. Par exemple que Sylvain se prenne un jour une sauce, dont il profitera pour revenir sur le devant de la scène avec toutes sortes d'anecdotes croustillantes pour l'enfoncer. Ou plus probablement, ça pourrait consister à embrayer sur, sauf erreur de ma part, la dernière carte qui lui reste, celle du dénigrement, qui consistera à jeter toute la boue possible sur Sylvain, vraie ou fausse, et sans aucune limite de décence, dans l'espoir de rabaisser son image publique à son niveau. Ce qu'il a d'ailleurs clairement sous-entendu avoir l'intention de faire, puisqu'il glisse discrètement dans son live une tentative d'intimidation sous la forme « Attention, c'est dangereux ce que tu fais. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Tente pas des trucs comme ça. » Je ne serais donc pas du tout surpris qu'il mette prochainement cette menace à exécution et escalade le conflit avec une vidéo incendiaire à l'encontre de Sylvain. Évidemment, vu les nombreux red flags accumulés à son sujet, je vous invite par avance à ne pas y accorder le moindre crédit si ça devait arriver. Petite note en passant sur sa conclusion, qui revient elle aussi sur une technique déjà employée un peu avant et qui est une de mes favorites, j'appelle ça le coup du commissaire Bialès, extrait. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Vous l'aurez compris, c'est l'argument selon lequel des procédures sont en cours, donc il faudrait attendre sagement leur aboutissement et ne pas s'en mêler durant les plusieurs années que ça va prendre, si tant est qu'elles aboutissent un jour. C'est un excellent moyen d'enjoindre au silence, et surtout de prétendre qu'il serait comme illégal de se forger une opinion sur cet ordre d'ici là. Le fameux coup de la présomption d'innocence, vous connaissez. Donc on va rappeler un truc quand même, c'est que s'il fallait systématiquement attendre l'aboutissement d'une procédure pour avoir le droit de se forger une opinion, alors on serait tenu de prétendre que Xavier Dupont de Ligonnès, c'est probablement un mec sympa qui doit avoir plein d'aventures passionnantes à raconter. Non,
La présomption d'innocence, c'est un principe qui interdit de déclarer quelqu'un coupable avant un jugement, pas qui interdit de s'en faire une opinion, ni même de l'exprimer publiquement. Au mieux, ça implique de prendre soin de préciser « je pense que » si on dit « il est coupable ». C'est tout. Donc, procédure ou pas, on a parfaitement le droit de débattre d'une situation qu'il a lui-même mis sur la place publique. Il s'agirait de pas l'oublier, ça. Je termine sur le pire red flag d'entre tous. Celui-là, j'ai vraiment pas envie d'en rire parce qu'il m'énerve d'autant plus que c'est un sujet qui m'affecte assez personnellement, le chantage au suicide. Et là, on fait difficilement plus caractérisé que ça, puisqu'il dit mot pour mot, il faut attendre que quelqu'un me menace de se suicider pour vous rassasier. Vous serez calme à partir de quand vous m'aurez tellement poussé à bout que je vais me tirer une balle? Absolument rien n'excuse de proférer ce genre de menace. C'est inacceptable. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que c'est un sujet avec lequel je suis malheureusement trop familier pour savoir que ce genre de propos relève bien du chantage et non pas d'une véritable intention. On a l'impression d'entendre un conjoint abusif qui cherche à faire culpabiliser son ex pour la récupérer après une rupture. Autant sur tout le reste, j'aurais été prêt à lui laisser une vague chance de rédemption, comme quoi il aurait été aveuglé par le succès et le surmenage et serait provisoirement parti en couille. Autant là, l'instant où il a dit ça, c'est celui où il m'a perdu définitivement. Parce que ça, je pardonne pas. Alors changeons de sujet, parce que vous voyez, ça m'énerve déjà là. Maintenant qu'on a parlé des red flags de manipulation, on va parler des éléments factuels et essayer de démêler le sac de nœuds qui lui sert de version des faits. Tout d'abord, rapidement, sur l'histoire des contrats. Dans sa première vidéo, il avait accusé Sylvain d'avoir fait signer des contrats à leurs anciens collaborateurs, donc aussi ses amis à lui, qui leur interdisaient concrètement tout contact avec lui. D'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, parce que j'ai pas le temps d'aller fact-checker le moindre détail, mais je crois clairement me souvenir qu'il affirmait les avoir vus, ces contrats. Et là, tout à coup, en fait, ces contrats, il ne les a pas, il ne les a jamais vus, c'est juste que certaines personnes qu'il ne cite pas, mais qu'on sait quand même qui c'est, donc c'est comme s'il les citait, en fait, c'est pas un commentaire de ma part, ça, hein, c'est ces propos que je vous rapporte là. Donc ces personnes lui auraient rapporté que Sylvain leur a proposé des contrats avec une telle clause, puis seraient quand même allés bosser avec lui dans la plus grande des contractions. Ces mêmes personnes qui, soit dit en passant, avaient publié un Instagram suite à la première vidéo de Pierre, dans laquelle ils prétendaient chercher précipitamment les fameux contrats, en expliquant qu'à la base, eux, ils étaient plutôt sur des blagues de prout, et que leur demander de lire un contrat, ça faisait quand même beaucoup. Donc ouais, on les visualise vraiment bien en train de venir lui parler d'une clause de leur contrat dans la confidence. Pour moi, là, il n'y a rien d'autre qu'un délire de persécution. Pierre ne peut pas accepter l'idée que des gens aient librement choisi de suivre Sylvain plutôt que lui à la fin de Villebrequin, donc il s'invente une histoire de contrat pour se convaincre qu'ils y auraient été forcés. Pour les détails, je renvoie à l'épisode de ma série sur le rationnel distordu. Ensuite, il y a la fameuse histoire d'échecs, et corollairement celle des miniatures du multiplat, qui était une contrepartie due au tipeur du projet. Et là, attention, il faut s'accrocher, parce que ça part dans tous les sens. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est parce qu'il n'était pas préparé, c'est faux. Il a pris soin de noter tous les points abordés et de réunir tous les documents avant son live. Il était préparé. Si le propos est aussi confus, ça n'est donc pas un accident, c'est plus probablement parce qu'il a besoin de jouer sur la confusion pour paraître crédible. Alors voilà ce que je crois avoir compris de sa version des faits, telle que lui la raconte. N'hésitez pas à en débattre en commentaire si vous n'aviez pas compris la même chose, mais vu que ça a déjà été soumis à la contradiction sur les réseaux sociaux, je pars du principe qu'on sera globalement d'accord. Sylvain aurait tenté de créer un nouveau compte bancaire pour Villebrequin, secrètement. Pierre avait alors reçu un appel demandant s'il confirmait bien son accord à la création de ce compte, duquel il était nommé co-titulaire, en précisant explicitement que sans cela, la création du compte serait annulée. Pierre aurait refusé de donner son accord à cette fin, précisant cependant qu'il allait y réfléchir. Ce compte aurait quand même été créé, donc a priori illégalement. Parenthèse, ce qui serait très grave dans la mesure où en tant que co-titulaire, il est aussi co-responsable des éventuelles dettes du compte. Imaginez si je crée un compte en votre nom sans votre accord, que je contracte un crédit avec, et que je me barre avec la thune. C'est pas anecdotique comme problème. Pénalement, ça peut relever du criminel. Mais j'en reviens à sa version. Le compte créé, Sylvain aurait alors tenté de virer par chèque l'intégralité du solde de Villebrequin sur ce compte. Ce chèque aurait été refusé pour activité suspecte parce que le compte était suspect. Reparenthèse, je vois pas du tout comment ça s'articule, mais c'est ce que j'ai compris de son explication, et certains ont vite relevé que le document qu'il présente comme preuve indique signature non conforme et non pas activité suspecte. Retenez-le ça. Suite à ce rejet, LCL aurait donc imposé la clôture du compte de Villebrequin au motif d'une activité suspecte. Encore une fois, c'est sa version. En l'absence d'un compte valide où transférer le solde de ce compte clôturé,
La procédure standard est de transférer ce solde sous forme de chèque, présumément on parle ici d'un chèque de clôture, au siège social de l'entreprise domiciliée chez Pierre, qui nous informe au passage qu'il s'occupe de 100% de l'administratif. On en reparlera aussi. Voilà comment il se serait retrouvé en possession de ces chèques. Depuis, il nous assure faire son maximum pour restituer le solde à l'entreprise, notamment en demandant un conciliateur, mais qui lui a été refusé, donc il les a toujours. Il assure cependant que, contrairement à ce qu'affirme Sylvain, cette situation ne bloque rien du tout. Et concernant les fameuses miniatures, il présente une facture dont il démontre qu'elle a bien été réglée, en précisant qu'à présent ils sont simplement dans l'attente de nouvelles du fournisseur, retenez ça, pour régler le solde final et lancer la production des miniatures. Alors du coup, on va commencer par ça. Il y a un tout petit problème là, qui est que la facture réglée qu'il montre, elle est datée du 18 avril 2024, tandis que celle que Sylvain présentait comme en attente de règlement, elle, est datée du 14 novembre 2024, soit 7 mois plus tard. Un peu comme si c'était justement les fameuses nouvelles qu'ils attendaient pour régler le solde final. Règlement qui serait donc bloqué par le fait que les chèques sont actuellement sur le bureau de Pierre. Donc le mec présente littéralement une preuve que la version de Sylvain est conforme à la réalité en essayant de lui faire dire l'inverse de ce qu'elle démontre. Fort! Franchement, le culot à lui seul forcerait presque le respect. Mais surtout, c'est toute sa chronologie des faits qui tient absolument pas la route. Il y a rien qui va, au point que j'aurais 50 questions par étape. Sylvain aurait tenté de voler le solde complet de l'entreprise en le transférant sur un compte bancaire ouvert en secret, mais pas un mot contemporain des faits de la part de Pierre nulle part. Pas une lettre d'avocat qui mentionne cette présumée tentative de vol qui pénalement serait gravissime. Là on parle du genre de dinguerie qui fout des gens en prison quand même. De même que si l'intention de Sylvain était de voler ce solde comme il le sous-entend, pour quelle putain de raison il nommerait Pierre co-titulaire du compte vers lequel il transfère l'argent? Même l'argument de la ruse ne tient pas. Parce que si le but était que Pierre ne sache plus où est l'argent sans techniquement violer la loi, il lui suffirait de consulter les relevés de compte auxquels il a accès pour savoir où avait été transféré l'argent, puis contacter la banque pour y avoir accès en tant que co-titulaire, par exemple pour rapatrier les fonds. Autre question, si comme il le dit, il n'a pas donné son accord à la création de ce compte, pourquoi il a quand même été créé? Et en passant, c'est quoi cette histoire de « je vais y réfléchir » Le mec, on l'appelle en lui disant « Salut, il y a un type, il ouvre un compte en ton nom secrètement là, ça te va comme plan ?» Lui, il répond « Franchement là, pas chaud, mais je vais quand même y réfléchir, pourquoi pas ?» S'il y a lieu d'y réfléchir, c'est que c'est pas fait dans son dos, c'est fait en concertation avec lui. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Et puis si ce compte a quand même été créé, pourquoi le chèque a été refusé? Soit il y a fait opposition et il n'a pas été créé, soit il a bien été créé malgré ça, mais alors son désaccord sur sa création n'explique pas le rejet du chèque. Je veux dire, il n'y a aucun monde où à cause de ça, le compte était seulement à moitié créé, donc Sylvain pouvait y transmettre un chèque, par contre il serait refusé comme quoi le compte est fini à la pisse. Et surtout, pour quelle putain de raison LCL déciderait de fermer un compte d'entreprise entier juste à cause d'un chèque rejeté? Alors, à ce qui paraît, il va justement porter plainte contre eux pour ça. On le sait parce qu'il l'a annoncé immédiatement après avoir joué l'intimidation contre Sylvain, comme quoi, attention, c'est très imprudent de sa part de s'en prendre à une banque qui a de très bons avocats. Notez en passant que c'est donc bien ça sa version des faits, LCL aurait arbitrairement clôturé le compte pour activité suspecte uniquement à cause de ce chèque rejeté, et c'est tellement inacceptable qu'il compte porter plainte. Gardez-le à l'esprit ça aussi. Clairement, Pierre se fout de notre gueule à tous avec cette timeline. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces chèques réellement? Eh bien, au travers des échanges que j'ai eus et des infos que j'ai vues circuler, je pense que je suis parvenu à reconstituer la véritable chronologie des faits, en tout cas dans leurs grandes lignes. Et je vous ai promis de vous dévoiler toute la grosse vérité énorme sur le drama Villebrequin, alors voilà ce que je pense être la vraie histoire derrière tout ça. Tout commence donc avec une phaeton. À l'occasion d'un coup de sang de Pierre, Sylvain apprend que, contrairement à ce qu'il pensait, Pierre a parfaitement le droit de racheter unilatéralement un véhicule de l'entreprise sans avoir à le consulter ou à négocier avec lui, malgré le fait qu'il soit coprésident. Il réalise alors que ça s'applique également au multiplat, et connaissant Pierre et ses projets, il en déduit qu'il compte certainement le racheter afin de l'exposer dans sa Racebox. Oui, la Racebox. Vous savez, le fameux bar qui n'en est pas un selon Pierre, parce que c'est juste un lieu de loisirs qui sert des boissons alcoolisées. Il y aura un billard, du baby-foot et de la diffusion d'événements sportifs. Rien à voir avec un bar. Rends l'argent, Sylvain. Or, rappelez-vous, Sylvain avait engagé sa parole que ce multiplat, il s'assurait de le faire rouler par respect pour les fans qui avaient financé le projet. Donc face au risque évident de la situation, il a agi le premier en le rachetant avant que Pierre n'ait le temps de le faire, à un prix correspondant à l'estimation d'un expert assermenté,
justement pour qu'il n'y ait pas lieu de le remettre en question. Et en passant, Pierre a beau en dire que ce serait un doigt d'honneur, je doute fortement que lorsque lui l'aurait racheté, comme il avait certainement prévu de le faire vu que c'est confirmé par ses courriers d'avocat, il aurait racheté à un autre prix que celui d'estimation, sauf à l'acheter encore moins cher éventuellement. Parce que si un expert vous dit ça vaut 132 000 € et que vous êtes en plein droit de l'acheter à ce prix-là, pour quelle raison vous iriez spontanément payer plus cher que ça? Évidemment, ce rachat a foutu un sacré sbeul dans les petits projets de Pierre dont, rappelons-le, la carrière solo pataugeait sérieusement depuis la fin de Villebrequin. On peut donc supposer qu'il comptait pas mal sur ce multiplat pour attirer du public à sa Xbox et financer sa retraite. Du coup, il ne l'a pas, mais alors pas du tout bien pris. Il fallait absolument qu'il trouve un moyen d'annuler ce rachat. Or, en tant que coprésident de l'entreprise, qui, rappelons-le, s'occupe de 100% de l'administratif, on peut supposer qu'il a le pouvoir de faire opposition à toute transaction qui a lieu sur le compte bancaire de Villebrequin. Et si c'est pas le cas, on va y revenir aussi, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, en passant, le fait de s'accaparer le monopole de l'administratif dans une entreprise, c'est aussi un réflexe de narcissisme. On en reparlera dans ma série, ça sera à propos du contrôle. J'en reviens à mon propos. Pierre aurait donc fait obstruction au paiement de Sylvain des fameux 132 000 € en pensant que ça suffirait à bloquer le rachat du multiplat, ce qui colle d'une part avec sa déclaration prématurée que ce rachat serait annulé dans sa vidéo, ce qui a été démenti par Sylvain, d'autre part avec ses courriers d'avocat envoyés dans la foulée, qui dénonçaient ce rachat et réclamaient l'exclusivité de l'exploitation du multiplat sous menace d'engager des procédures légales, donc pas encore engagées à ce stade. Mais ça n'a visiblement pas suffi, probablement parce que bloquer le paiement ne suffit pas à annuler une vente. Au mieux, ça retarde juste sa conclusion. Sylvain devient donc tout de même légalement propriétaire du multiplat, avec lequel il tourne sa vidéo du 15 août. Pierre décide alors de mettre la pression à Sylvain pour le contraindre à renoncer au multiplat via intimidation populaire. C'est là qu'il sort sa fameuse vidéo des larmes, dont on peut alors lourdement suspecter qu'en effet, elle avait pour première vocation de manipuler affectivement son audience. Notons tout de même que ce scénario n'est pas incompatible avec l'idée que ces larmes aient pu être sincères. J'ai déjà expliqué dans ma série que si le rationnel d'un narcissique était souvent hors sol, le sentiment de persécution qui en découle est quant à lui tout à fait réel. Tout comme d'ailleurs l'évocation de trauma qu'ils évoquent souvent pour rationaliser leur narratif, comme, au hasard, avoir été abandonné. Le fait qu'il ait cherché à manipuler n'exclut pas de facto que sa détresse ait pu être sincère. Elle peut aussi bien être injustifiée, mais bien réelle. Il serait réellement malheureux de la fin de Villebrequin, qui à l'évidence ne se passait pas aussi bien pour lui que pour Sylvain, tout comme il pourrait réellement avoir fait une tentative de suicide à cause de ça. Même si perso, je pense que ça n'a pas dû dépasser le stade de l'idéation, du style s'être dit « si je voulais, là je pourrais écraser l'accélérateur et en finir en faisant de l'aquaplaning ». Donc peut-être que ces larmes étaient sincères, et le fait qu'il sache se truquer ne prouve pas en soi qu'il l'ait fait. Après tout, le seul fait de savoir utiliser un flingue ne prouve pas qu'on a tué quelqu'un, même si dans le doute, j'éviterais de trop creuser dans le jardin d'Astronogeek. Toujours est-il que sa vidéo servait visiblement bien une fin très spécifique, tourner la fanbase de Villebrequin contre Sylvain, afin de l'intimider à renoncer à son rachat du multiplat, qui contrairement à ce qu'il y affirme n'était pas déjà annulé, et ça s'appelle de la manipulation. Le drama éclate, Sylvain fait d'abord le choix de n'y répondre que très sobrement et de se focaliser sur sa passion. Et je pense que c'était clairement le bon choix, parce que malgré la violence du coup, il a sacrément bien tenu le cap, et est même parvenu à maintenir le momentum de sa chaîne solo. Ce qui pour le coup est vraiment impressionnant, et je pense que ça témoigne bien de ce que je disais plus tôt, à savoir que c'est avant tout lui qui a toujours été le moteur de Villebrequin. Métaphore automobile, abonnez-vous. Oui, je lâche rien, je vous aurai sur la durée, vous inquiétez pas. Pendant ce temps, en coulisses, une guerre froide a lieu par LCL de Chantilly interposée. Sylvain réitère probablement à répétition le paiement du multiplat afin de finaliser son rachat, Pierre sabote systématiquement leur encaissement dans l'espoir de rendre la vente caduque. Tant et si bien que le LCL de Chantilly, il en a vite ras le cul et il finit par leur dire « Les gars, vous arrêtez vos conneries direct, sinon le compte, c'est ciao ». Notez que Sylvain n'aurait pas nécessairement connaissance de cette menace ou des motifs de refus de ses paiements, car le siège social est domicilié chez Pierre et qui gère 100% de l'administratif. Ce qui expliquerait éventuellement qu'il considère le LCL de Chantilly complice de la situation, alors qu'en réalité, je pense qu'ils n'ont pas du tout agi d'une manière qu'on pourrait leur reprocher. Ça, c'est un point sur lequel je pense que Sylvain se trompe, parce que de son point de vue, tout porte probablement à croire qu'ils ont assisté Pierre dans ses magouilles, alors que vous allez voir que c'est en fait très improbable. La situation perdure comme ça jusqu'en novembre, date à laquelle le LCL de Chantilly dit stop.
Cette fois, le compte, c'est ciao. Ils ont un court délai pour ouvrir un compte ailleurs et y transférer le solde. Le cas échéant, il sera transmis au siège social sous forme d'un chèque de clôture. Notez à nouveau que, vu l'importance de l'information, il est cette fois probable que Sylvain en ait été notifié en personne, là où les avertissements antérieurs ont pu être limités à un courrier au siège social dont seul Pierre aurait eu connaissance. Et notez également qu'il est très probable qu'un tel courrier mentionne, comme je l'ai fait ici, que tout solde non réclamé serait envoyé par chèque de clôture au siège social, donc il est probable que Pierre en ait été informé. Et sans doute Sylvain aussi. Sylvain ouvre alors un nouveau compte pour accueillir ce solde, duquel il nomme bien sûr Pierre co-titulaire, parce que ne pas le faire aurait été complètement illégal. C'est le fameux compte pour lequel Pierre aurait reçu un appel et se serait opposé à sa création en disant qu'il allait y réfléchir. Propos qui fait quand même nettement plus sens dans ce contexte-là. Probablement, il se méfiait du fait que le compte soit créé à l'initiative de Sylvain et n'a d'abord pas voulu y donner son feu vert pour cette raison. C'était encore une métaphore automobile, n'oubliez pas la cloche. Mais, sans doute en s'informant auprès de son avocat, il réalise vite que ça ne changerait rien du tout de créer un compte lui-même, voire que ça serait une mauvaise idée d'y faire obstacle. Donc finalement, la création du compte se fait. Lui dit n'avoir pas eu de nouvelles, comme quoi ça serait allé très vite. Je pense juste qu'il a fait parvenir son accord par avocat interposé, et qu'il n'y a du coup jamais eu besoin de le recontacter directement. Donc il cède sur la création de ce compte, mais il reste qu'il s'en retrouve alors co-titulaire exactement comme pour celui du LCL, avec exactement les mêmes pouvoirs que sur celui du LCL, dont, potentiellement, celui de s'opposer à toute transaction. Vous voyez venir le truc ? Eh oui, parce que du coup, Sylvain y dépose un chèque d'un montant de la totalité du solde du compte LCL qui va bientôt être fermé pour le transférer sur ce nouveau compte qui sert à ça. Pierre fait opposition à son encaissement, comme quoi il ne donne pas son accord à ce transfert. Le chèque est dès lors rejeté pour signature non conforme, ce qui me semble être une catégorisation plausible dans ce cas de figure, au sens où il y a un désaccord exprimé sur la légitimité du signataire. En tout cas, ça c'était ma première idée. Mais en voulant la vérifier, il semblerait que dans ce cas de figure-là, le motif du rejet aurait à la place dû être quelque chose comme désaccord entre les cotitulaires. Du coup, ça colle pas vraiment avec cette théorie. Alors ça la réfute pas forcément non plus, parce que la banque peut très bien avoir pris un raccourci sur le motif, si c'est pas trop conséquent administrativement parlant. Mais ça m'étonnerait un peu parce que je pense que ça doit être très codifié comme pratique. Donc si ça n'est pas une simple facilité de catégorisation, ça pourrait indiquer une autre piste qui aurait en prime l'intérêt de corroborer l'histoire de l'activité suspecte sur le compte LCL. Ça serait que Pierre, même en tant que coprésident, n'aurait pas le pouvoir de s'opposer à l'encaissement d'un chèque sur le compte de l'entreprise, et aurait dès lors contesté à répétition les tentatives de paiement du multiplat d'une manière détournée, en les signalant comme frauduleux, au motif que la signature serait fausse. D'où la décision à terme du LCL de fermer le compte pour activité suspecte, et d'où le motif de refus du chèque de solde qui indique signature non conforme. Le chèque est donc rejeté suite à la même manœuvre de la part de Pierre. Or, la clôture du compte LCL étant déjà engagée, la date d'échéance arrive, le compte LCL est clôturé sans que le solde n'ait pu être transféré vers le nouveau compte, un chèque de clôture du montant de ce solde est dès lors transmis au siège social de Villebrequin chez Pierre, qui l'utilisait depuis comme moyen de pression, voire de chantage, dans l'espoir de finalement faire céder Sylvain sur le rachat du multiplat. À partir de là, la seule zone d'ombre qui resterait à éclaircir concernerait l'histoire de la conciliation refusée, mais à ce stade, ça relève déjà de l'anecdotique. Alors évidemment, ce scénario est complètement hypothétique. N'oubliez pas que c'est intégralement tiré de déductions de ma part basées sur le peu d'éléments qui ont été rendus publics. Donc c'est très probable que je me sois loupé sur toutes sortes de détails, voire que je me plante intégralement comme une grosse buse. Mais je pense que vous m'accorderez que ça réunit quand même drôlement bien les différents indices auxquels on a eu accès, via la vidéo de Sylvain, mais paradoxalement, surtout via le live de Pierre. En tout cas, perso, je trouve que ça fait nettement plus sens que la version éclatée au sol que Pierre a cherché à nous faire gober durant son live. Alors bien sûr, il y a aussi de la nuance à apporter au narratif de Sylvain. Dire que Pierre aurait touché 132 000 € pour le rachat du multiplat, c'est trompeur. Il n'est vraiment bénéficiaire que de 50% de la somme. Dire que le LCL de Chantilly se serait rendu complice des méfaits de Pierre, c'est sans doute erroné. Accuser Pierre d'avoir utilisé des cristaux de sel pour faire semblant de pleurer, quand bien même il prouve qu'il en connaît l'astuce, ça reste infondé. Affirmer que le projet de Pierre était d'exploser le multiplat sans le faire rouler, ça reste aussi de la spéculation. Encore que sa lettre d'avocat précise bien qu'il en réclame l'exploitation et non pas l'usage, mais techniquement ça enferme pas la possibilité.
Bref, vous comprenez bien que ces nuances ne suffisent pas du tout à légitimer, d'une part, le narratif de Pierre, qui quant à lui est juste totalement finito quoi qu'il arrive, mais même aussi l'argument relativiste, selon lequel on sait pas trop, il y a des torts des deux côtés, chacun a un peu raison et un peu tort. La vérité doit être quelque part entre mes deux fesses, mon cul sur la commode, tout ça. Le fait qu'aucun narratif ne soit jamais parfaitement vrai ne signifie pas que dans une situation comme celle-là, les torts soient partagés à part égale. Ici, si toutefois on m'accorde d'avoir au moins à peu près correctement discerné la situation, on voit clairement qu'il y a d'un côté Pierre qui, dans l'unique but de faire annuler le rachat du Multipla, a cherché à faire passer Sylvain pour un escroc manipulateur tyrannique égocentré. Au fait, il y a un épisode sur la projection narcissique dans ma série. Je dis ça comme ça en passant. De l'autre, il y a Sylvain qui a avant tout fait en sorte de pouvoir tenir ses engagements envers ses fans, qui même après la vidéo de Pierre a préféré rester concentré sur sa passion et continuer de produire le même type de vidéo qui avait fait le succès de Villebrequin, alors qu'on a bien vu avec sa réponse tardive qu'il y avait largement de quoi l'atomiser en plein vol s'il l'avait voulu, et qui hier encore, au moment où j'écris, avait abordé le sujet en live non pas pour débunker la réponse de Pierre, mais simplement pour rappeler que le but de sa réponse à lui était de refermer les portes ouvertes par Pierre dans sa vidéo et non pas d'en ouvrir de nouvelles, raison pour laquelle il ne comptait pas relancer les hostilités. Ce qui est une superbe démonstration de comment une personne mature aborde un conflit comme celui-là, et qui du coup contraste d'autant plus avec le comportement de Pierre, qui du début à la fin de cette affaire, et j'inclus ici la fin de Villebrequin elle-même, n'a fait que se foutre tout seul dans la merde. Le mieux que je lui souhaite, c'est d'avoir au moins assez de maturité pour ne pas s'enfoncer encore davantage. Je lui souhaiterais bien bonne chance dans ses projets aussi, mais quelque chose me dit qu'ils sont compromis, donc disons, bonne retraite en fait, vu qu'apparemment t'as 8 bidons de côté. C'est pas pour être cynique, hein, mais moi ça fait des décennies que je rêve de pouvoir épargner un jour rien que 100K pour m'acheter une maison et plus avoir à flipper de finir à la rue au moindre pépin, et le seul truc qui a évolué pendant tout ce temps, c'est les excuses que je m'invente pour continuer de croire que ça arrivera un jour. Donc désolé, hein, mais il faut pas compter sur moi pour pleurer sur le sort d'un millionnaire, même si ça s'écrit au singulier. Allez, je m'arrête là parce que c'est déjà bien trop long, surtout qu'à la base je voulais vraiment pas faire cette vidéo. J'étais déjà bien assez occupé avec l'épisode sur l'isolement qui me demande un taf énorme. Beaucoup de gens m'ont immédiatement demandé de réagir en vidéo quand la réponse de Sylvain est sortie, mais jusque-là j'avais refusé parce que j'étais déjà surchargé, et je voulais pas risquer un burn-out. C'était une métaphore automobile, abonnez-vous. Et ouais, je vous avais bien dit que je vous aurais à l'usure. Allez, avouez que ça mérite bien 2 petits clics là quand même. Merci à tous de m'avoir écouté, et je rappelle que harceler, c'est un truc de connard. Or vous n'êtes pas des connards, donc n'allez pas emmerder Pierre. Il se fout déjà très bien dans la merde tout seul de toute façon. A très vite j'espère pour l'épisode sur l'isolement, des gros poutous sur vos cœurs, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages.